Merci. Je ne vais pas revenir sur les mots de remerciement déjà prononcés par mon frère Diop du Mali. Je m'aligne et surtout vous exprimer le plaisir que j'ai de partager ce cadre avec vous. Il y a une question qui a été posée dès le départ sur laquelle j'aimerais revenir et qui est fondamentale. Est-ce qu'on connaît vraiment le Sahel? Je pense que ça c'est fondamental parce qu'on décide toujours dans les limites de ce qu'on sait. Et il me semble que le Sahel, c'est cet espace qui a toujours été mal compris. Lorsqu'on se réfère à toutes les décisions qui ont été prises depuis le temps où nos chefs d'État se sont battus pour que les Nations Unies viennent avec une forte caution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils ont parlé, lorsqu'ils ont été audibles, ils n'ont pas été compris, parce que la réponse n'est pas arrivée. Le G5 Sahel a été mis en place et on a vu ce que ça donnait. C'était une réponse qui techniquement séduisait, mais sur le terrain, ça n'a pas donné grand-chose. L'Alliance des États du Sahel, pour moi, c'est la somme d'une suite de leçons. Une suite de leçons parce que longtemps, ces pays ont crié et n'ont pas été écoutés. Lorsqu'ils l'ont été, ils n'ont pas été compris, vu la nature des réponses qui ont été apportées. Lorsque vous êtes membre d'une organisation censée construire une intégration économique forte et qui prend des mesures pour entrer dans une sorte de grève de la faim, en s'autodétruisant, puisque les sanctions qui ont été prises sont prises contre des membres qui contribuent à l'économie de la sous-région, à l'intégration de la sous-région. Et la communauté internationale a été passive devant ces mesures. Lorsque vous décidez du jour au lendemain de couper l'énergie à un membre d'un espace en intégration, qu'est le Niger, sans se poser la question de fermer les frontières terrestres, aériennes, sans se demander combien de personnes sont en train de mourir à l'hôpital, combien d'enfants, combien de femmes, personne n'a réagi, pas même la CEDEAO. Au fil des mesures et des décisions, on pouvait apprécier la méconnaissance de la réalité par ceux qui devaient décider pour cet espace. Donc j'ai dit, c'est une suite de leçons, parce que les trois pays ont fini par comprendre que rester dans cet espace équivalait à accepter disparaître définitivement. C'est une suite de leçons aussi parce que les trois pays ont compris qu'ils avaient la possibilité de mettre ensemble leurs forces, étant donné qu'aucun appel au secours n'a été entendu ou répondu efficacement, de mettre ensemble leurs forces et de s'unir face à cette menace qui n'est pas seulement contre le Burkina, le Mali et le Niger. C'est une menace contre non seulement la CEDEAO, l'espace CEDEAO, c'est une menace contre l'Afrique, mais c'est une menace contre le monde. Tout le monde sait comment est-ce que le terrorisme se comporte. Donc, seul devant ces problèmes, il était nécessaire de trouver des mécanismes endogènes, de se donner la main et de faire face à ce problème. Je pense que ce qui a motivé la création de l'Alliance des États du Sahel, c'était cela. Et même ça, il me semble que ça n'a pas été encore très très bien compris lorsqu'on suit un peu certains narratifs qui essayent de faire comprendre l'opinion internationale qu'il s'agit toujours des stratégies pour échapper à des sanctions et autres. Non, c'est plus que ça. C'est une mesure qui a été longuement réfléchie et qui est partie sur une prise de conscience. La prise de conscience qu'ensemble, à trois, nous pouvons faire quelque chose, malgré nos handicaps. La prise de conscience aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre de toute façon cette solidarité que nous avons tant invoquée n'est jamais venue. Donc, en complément à ce que mon frère vient de faire comme exposé, c'est ce que je voulais ajouter. Le Sahel
souffre de ce que j'ai l'habitude de dire, le Sahel souffre de son emballage. C'est un emballage qui a été construit par d'autres personnes, qui est dévaluant, qui fait peur, qui repousse, et qui amène les autres à regarder ces pays-là du haut, à les regarder comme des pays très pauvres, parce que quand on parle de l'uranium du Niger, on le parle avec plus de respect que quand on parle du Nigérien. Et quand on parle de l'or du Burkina, on le dit avec plus de respect que lorsqu'on parle du Burkinabé. On ne peut parler du Sahel sans parler du Sahélien. Et le discours que nous essayons de porter aujourd'hui, c'est de dire, lorsque vous vous accordez à dire, oui, l'Afrique c'est le continent de demain, le Sahel c'est le continent d'avenir et tout ça, ce continent ne peut exister qu'avec des Africains de demain et des Africains d'avenir. Et c'est ce que nous tentons d'être à travers ces nouveaux mécanismes. Il nous faut partir d'une dynamique endogène qui met au devant nos capacités, et c'est pour cela les textes d'ailleurs de l'AES ne prévoient pas de contribution. Parce que finalement, lorsqu'on essaye de s'aligner sur cette démarche, on vous donne $1 et on vous exige en retour $10 de comportement ou de... Ça fausse quelque part la donne. Nous sommes un espace qui essaye d'avancer, peu importe la dimension des pas, à son rythme, mais avec beaucoup plus de fermeté, avec plus de confiance. Et le Liptako Gourma, comme il l'a mentionné, a l'avantage d'être un espace territorial beaucoup plus homogène, plus pertinent, plus fonctionnel, et sur lequel nous pouvons mieux nous comprendre, nous pouvons reconstruire ou renforcer notre économie, sans pour autant compromettre l'intégration d'ensemble, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de raison à avoir peur. Nous sommes un noyau qui essaye de se restructurer et d'émerger avec ses atouts et avec ses faiblesses. Je pense qu'on va avoir l'occasion de répondre aux questions. C'est ce que je voulais apporter juste comme précision. Merci.